Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne-Gaëlle, coach professionnel, équi-coach, multi-entrepreneur passionnée de développement personnel, de nature et de chevaux et maman de 3 enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Tous les 15 jours, je vous partage ici des clés, des outils, des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année. Je suis ravie de vous retrouver alors que vous soyez en train de prendre votre petit déjeuner, en train de vous préparer dans votre salle de bain, en train peut-être, comme je le fais souvent quand j'écoute un podcast, en train de repasser ou bien encore dans votre voiture, en train de rejoindre votre lieu de travail. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. De mon côté, j'ai allumé une petite bougie qui sent bon, une petite bougie parfumée à l'huile essentielle de rose. Dehors, le temps est tout gris, alors j'ai décidé d'allumer des lumières à l'intérieur pour réchauffer l'atmosphère et entamer, du coup, ce dernier épisode. Ce dernier épisode qui est un petit peu l'épisode bilan de l'année et qui va traiter d'un thème que j'affectionne beaucoup, qui me parle énormément. Je ne vous parle que de thèmes d'ailleurs qui m'intéressent et qui me parlent, mais celui-ci compte particulièrement parce que j'y trouve une vraie opportunité d'évolution, d'évoluer personnellement dans son épanouissement. La fin d'année, c'est aussi une période de bilan. C'est une période de bilan et c'est donc l'occasion de se poser, de ralentir pour faire un petit peu le point sur les mois écoulés, les 12 mois passés. Donc ça va pas être un épisode sur comment faire un bilan, ça va être un épisode sur le fait de ralentir. Et déjà, avant d'entamer la thématique, le fait de ralentir, je vous invite justement à regarder en arrière, prendre un petit peu de hauteur et regarder ces 12 derniers mois qui se sont passés et justement d'aller voir les événements qui ont eu lieu, ce qui a été agréable pour vous durant cette année, ce qui a été moins agréable et ce que vous avez retiré de cette année. Quelles sont les leçons que vous avez tirées des choses que vous avez vécues cette année? C'est l'occasion de se poser et de se demander qu'est-ce que je veux conserver, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je ne veux plus, de quoi je peux me défaire pour l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai envie de changer, d'amener, d'apporter, de quoi j'ai besoin davantage dans ma vie. Donc voilà, je vous invite à faire ce petit point-là et à vous poser peut-être autour d'un café, d'un thé, en tout cas de prendre ce moment pour vous, pour repartir du bon pied l'année prochaine ou dans votre lignée s'il n'y a rien à changer. C'est l'occasion aussi de décélérer. Je m'interroge beaucoup sur le fait de cette vie que l'on mène, de la vie dans laquelle nous sommes, dans la société dans laquelle nous évoluons. Parce que moi, je me laisse régulièrement embarquer dans un mouvement vers l'avant très rapide. Je suis de ces personnes-là qui ont l'impression qu'en faisant beaucoup de choses, j'avance. Et je me questionne souvent sur cette notion d'avancer et pourquoi en fait nous sommes si pressés. Pourquoi nous sommes si pressés d'agir, pourquoi nous sommes si pressés de réagir, pourquoi nous sommes si pressés d'obtenir des choses. En fait, après quoi on court tout le temps. Je suis une maman de famille nombreuse, on va dire, puisque j'ai 3 enfants. Et cette vie-là, tout en travaillant, c'est une vie où on a l'impression constamment de manquer de temps. Notre excuse principale, c'est « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps et on désire avoir plus de temps pour soi, avoir plus de temps pour faire des choses. On a envie de ça et pourtant, on est dans l'action quasiment constamment. On est dans la réaction quasiment constamment. On vit dans une société en fait où le flux d'informations, le flux de distractions nous font réagir instantanément. Donc on est poussé vers ça. Et on est aussi poussé vers le fait d'obtenir toujours plus. Et ça nous mène à un cumul de tâches dans un temps qui, lui, ne bouge pas. Ça nous pousse dans une course en avant où on va toujours vouloir en faire plus dans le même temps. On a toujours nos 24 heures disponibles et pourtant on voudrait caser toujours plus de choses à l'intérieur de ces 24 heures. Et on pense que cumuler nos tâches, aller plus vite, ça va nous permettre ensuite de nous dégager du temps, d'avoir du temps. Sauf que c'est une illusion, ça nous pousse à en faire toujours davantage, à caser toujours plus de choses dans notre petite case justement de l'emploi du temps. Et
ça nous mène à l'épuisement. Ça nous mène aussi à agir comme des robots, comme des robots qui font des actions automatisées. On fait les choses de façon totalement automatisée, déconnectée finalement de nous-mêmes. Et en fait, si on prend un petit peu de hauteur, on est dans cette réflexion-là de se dire mais comment je peux en faire plus en 24 heures, comment je peux en faire plus en un mois et comment je peux en faire plus en une année, dans le but d'obtenir plus. En fait, on est dans cette société de toute façon consumériste qui nous pousse au cumul, qui nous pousse à obtenir plus. Il y a toujours de la nouveauté, il y a toujours des choses sur lesquelles le marketing, en tout cas, va nous faire penser qu'on en a besoin. Et donc, on va vouloir obtenir ces choses-là. Mais on va aussi vouloir obtenir dans le sens qu'on veut répondre à des injonctions, à une pression sociale. On veut saisir les opportunités que la vie va nous présenter. On veut avancer. Ça fait partie des pressions modernes, en fait. Et tout ça, ça vient générer des injonctions qui viennent de nous-mêmes et puis des injonctions qui viennent de l'extérieur. Et finalement, on est dans cette espèce de mouvement où on va vouloir tout faire bien, être partout. On veut cadrer avec des modèles de réussite, on veut être dans la perfection et on veut finalement avoir cette idée qu'on s'accomplit. Et l'accomplissement va passer par le fait de cumuler des projets, réussir des projets, cumuler du matériel, obtenir des choses, des gratifications visibles qui vont venir dire et confirmer, eh bien tiens, j'ai réussi telle ou telle chose. Et en fait, on est constamment dans ce mouvement-là vers l'avant. Et on se dit, j'en ai besoin. Sauf qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, on est dans une fausse idée de notre rapport au temps. Le temps ne change pas, c'est notre perception du temps qui évolue, qui change. C'est notre façon d'appréhender le temps qui fait qu'on se sent en manque de temps. Il y a un autre point aussi, c'est que finalement on met beaucoup de gravité dans des choses simples, donc on se met beaucoup de pression, donc c'est ce que je disais, la volonté de bien faire, la volonté de tout faire, la volonté d'être partout, et en fait au final, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est qu'on ne ressent pas notre vie. Quand je parle de perception du temps, en fait quand on court comme ça en permanence, on court à l'intérieur de notre vie, mais on ne ressent pas notre vie. Et ce à quoi on aspire tous, c'est ce désir de ralentir justement, c'est ce désir de pouvoir apprécier le quotidien, c'est ce désir d'avoir du temps libre. On veut ralentir, mais on dit « je n'ai pas le temps ». On se le dit et on le dit aux autres. Ralentir, c'est quoi ? C'est l'aspiration à un temps de vie plus calme. C'est l'aspiration à faire moins de choses, mais mieux. C'est l'aspiration à décélérer. C'est faire un acte de décélération dans son quotidien. C'est ça, ralentir. Ralentir, ça va être changer notre perception, notre rapport au temps. Donc, ça va passer par changer nos comportements, nos décisions, pour laisser plus de place à ce qui nous épanouit et à ce qui nous nourrit. C'est-à-dire que laisser plus de place au temps que l'on va prendre en famille, de temps pour soi, de temps que l'on va accorder à ses relations, mais aussi de temps que l'on va accorder à sa santé, à ses émotions. Il y a des activités dans lesquelles on s'épanouit. Ralentir, c'est pas forcément synonyme de paresse, d'une lenteur extrême, de procrastination, même si quelque part j'ai aussi le sentiment, la conviction que de temps en temps, la paresse, la procrastination sont des états nécessaires, sont des états même salutaires pour faire revenir la créativité, pour régénérer notre énergie. Tant qu'en fait on ne s'enferme pas là-dedans, eh bien à mon sens c'est aussi un outil d'épanouissement, la procrastination et la paresse. Mais sauf que des fois en fait on s'empêche, on ne sait même plus faire. Ralentir, c'est aussi accepter parfois de ne rien faire. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est absolument impossible de se poser sur le canapé. Je sais qu'il y a des mamans qui m'écoutent pour qui c'est impossible de se poser 5 minutes dans leur journée sur le canapé. J'ai des modèles, ma mère, ma belle-mère, ce sont des femmes que je n'ai jamais vues se poser 5 minutes avec un bouquin ou à regarder une émission de télé. Et donc on a grandi avec ces modèles-là qui font que
on est dans cette injonction du faire. On ne nous a pas appris à être dans l'instant. On nous a appris qu'on est en fait en faisant. Donc c'est des modèles qu'on n'a pas. Et s'autoriser à ne rien faire, mais en fait c'est très culpabilisant. On ressent de la culpabilité par rapport à ça. On se dit, inconsciemment, j'ai pas le droit en fait, j'ai tellement de choses à faire. Je ne m'autorise pas à prendre ce temps-là parce que ça me fait culpabiliser finalement. Et je crois que je n'y ai pas droit. Pour ne rien faire, justement, on a besoin de rien. Et là, c'est pareil. Ça, on ne nous l'apprend pas. La société nous apprend qu'on a toujours besoin de quelque chose. On a besoin de montrer des choses, de prouver des choses, d'obtenir des choses, de cumuler des choses. Et des choses, donc, en termes d'objets, mais aussi en termes d'accomplissement, en termes de réalisation. Il n'y a pas de place pour le rien dans notre vie. Il n'y a pas de place pour le rien dans notre vie. Quelque part, ce mouvement slow, ça existe, ce mouvement slow. Il existe l'Institut mondial de la lenteur, donc, qui a été initié par Bertelsen en 99. Et il y a aussi Carl Honoré, qui est l'ambassadeur du slow movement, donc du mouvement doux, qui a écrit des livres best-sellers, notamment L'éloge de la lenteur. Et en fait, c'est tout à fait ça. Ralentir, c'est pas forcément avoir un quotidien rempli de temps libre, de plaisir. C'est surtout changer notre rapport au temps, au comportement, aux décisions, pour laisser la place aussi au rien. Et ce mouvement doux nous permet de nous détacher du matériel, de nous détacher de notre désir de perfection, de nous détacher du besoin de performance, etc., etc. Le mouvement doux prône une transition culturelle vers le ralentissement de notre rythme de vie, vers l'adoucissement des pressions modernes et vers l'appréciation des choses simples. Donc c'est tout à fait ça. C'est comment je peux apprécier les choses simples. Alors on va voir comment appliquer ce slow movement, comment ralentir dans notre quotidien. C'est quoi les clés quand on se sent pressé, oppressé, stressé, en fait on le sent à l'intérieur de nous quand on a besoin de ralentir. Il y a des messages qui nous sont envoyés, soit par le mental, donc ce sont des petites phrases, si vous vous écoutez parler, du style j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de souffler, je sens que je suis fatiguée, j'ai envie de faire une pause, j'ai besoin de vacances, etc. Donc ça, c'est des indicateurs qui viennent nous dire t'as besoin de ralentir en fait. Et puis vous allez avoir aussi des indicateurs corporels. Les tensions physiques viennent aussi nous indiquer qu'on tire sur notre organisme et qu'il fatigue. Il fatigue. Et donc ça, vous pouvez le ressentir aussi si vous avez des difficultés à vous lever le matin par exemple, si on a des tensions dans le haut du corps, dans le dos, régulièrement des maux de tête. Peut-être que c'est aussi au niveau du cerveau qu'on a besoin de ralentir. Parfois, on a aussi besoin de ralentir à ce niveau-là. Et donc, on va voir comment on peut ralentir. Donc, tout à l'heure, je parlais du temps, de notre perception du temps. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est que le temps restera toujours le même. On aura toujours 24 heures. Et donc, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix et prioriser et se demander dans quoi je choisis de mettre mon temps, à quoi j'ai envie d'accorder mon temps. C'est un acte volontaire. Quand on dit « je n'ai pas le temps », et là je vais peut-être piquer quand je vais dire ça, mais ça c'est mon rôle de coach, quand on dit « j'ai pas le temps », c'est notre réalité, c'est la réalité qu'on se construit, ce sont nos excuses, mais ce n'est pas la réalité. Parce que quand on dit que je n'ai pas le temps, c'est qu'on a rempli son temps de plein de choses et que parmi ces choses-là, des éléments que l'on peut supprimer, sur lesquels on peut faire autrement, différemment. On peut tout à fait choisir de déléguer. Alors là, il y a plein d'outils de gestion du temps. Il y a un outil notamment pour apprendre à prioriser ses actions, à prioriser les tâches. C'est la matrice d'Eisenhower. Je ne vais pas faire un épisode sur la gestion du temps et sur cet outil-là, mais il peut être vraiment intéressant et ça peut être très simplement sur une feuille de faire 4 colonnes et de se demander donc qu'est-ce qui est important et urgent, donc qu'est-ce que je dois faire vraiment maintenant, c'est ça la priorité. Qu'est-ce qui est important mais pas urgent, donc que je peux reporter. Qu'est-ce qui n'est pas important mais urgent, donc ce sont des petites tâches qui sont pas très importantes que je dois faire et je peux les déléguer. Et qu'est-ce qui est
pas important, pas urgent, eh bien ça, je peux carrément le supprimer. Donc 4 colonnes. Vous pouvez faire ce petit tri déjà. Et déjà de vous dire, il y a peut-être des choses que je peux déléguer, que je peux reporter, des choses sur lesquelles je peux accorder moins de temps. Peut-être que je suis trop poussif dans une action qui, en fait, pourrait me demander beaucoup moins de temps. Déjà, ça va être donc ça, de s'interroger sur notre façon de gérer notre temps et sur dans quoi on choisit actuellement de mettre notre temps. Ça va amener de la prise de conscience sur la façon dont on remplit son temps. Et quand on dit j'ai pas le temps et je voudrais plus de temps pour faire ceci ou cela, ça va être du coup de s'interroger sur comment je vais mettre du temps davantage sur ça ou ça qui est davantage important pour moi et qui est quand même aussi urgent, puisque à force de reléguer au second plan ce temps dont on a besoin pour se régénérer, ce temps dont on a besoin pour être en relation avec les autres, ce temps dont on a besoin pour être en relation aussi avec soi-même et pouvoir donc se ressourcer, à force de reléguer au second plan, finalement, ça va nous mettre dans des situations douloureuses et inconfortables. Ça va générer des situations de division, des situations de stress, des situations d'anxiété, des situations peut-être physiquement, à un moment donné, notre corps ne va plus supporter non plus, ou notre état mental ne va plus supporter non plus qu'on soit sans cesse relégué au second plan. Donc c'est important d'aller s'interroger sur ça. Le deuxième point, la deuxième clé, c'est d'amener de la conscience. D'amener de la conscience et de la présence. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner de l'importance à être plutôt que faire. Et donc, être dans le ressenti, ça va être d'amener de la conscience sur ça. À quel point je suis présent à ce que je fais quand je suis engagé dans une action. À quel point je suis présent à moi et à la personne ou aux personnes qui sont avec moi. Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je suis dans mon automatisation des actions ? Est-ce que je suis comme un robot qui avance et qui fait les trucs en étant complètement déconnecté de soi et des autres ? Ou est-ce que, tout en faisant certaines choses, on peut continuer à faire ces actions du quotidien, ces tâches, il n'y a aucun souci. À quel point je suis présente à moi-même, à quel point je suis présente aux autres quand je le fais. Est-ce que j'ai conscience de ce que je ressens corporellement et en termes d'émotion ? Tout à l'heure, je prenais comme exemple de nos mamans qui sont dans ce côté hyperactif, à toujours s'occuper de la maison, des autres, et finalement à rarement ralentir et qu'on ne voit pas ralentir. On est complètement dans un modèle où on n'a pas appris à être. On nous a appris à faire. Et d'ailleurs, on se justifie tout le temps par ce que l'on fait. On se présente socialement à travers ce que l'on fait et pas à travers qui on est. En général, d'ailleurs, quand on demande à quelqu'un de se présenter ou qu'on a envie de savoir quelque chose sur quelqu'un, on va lui dire « Tu fais quoi dans la vie ? Tu fais quoi dans la vie ?» Et donc la personne, elle va répondre quoi ? Elle va répondre par ce qu'elle fait et se justifier par ce qu'elle fait, c'est-à-dire la plupart du temps par ce qu'elle fait comme métier, comme activité professionnelle. Elle va se définir de cette façon-là. Sauf que c'est pas son identité. Ce qu'on fait, c'est pas qui on est. Ce qu'on fait, c'est juste une partie de qui on est. Ça vient dire des choses peut-être sur nous, mais en tout cas, ce n'est pas qui on est. Et ça, on nous a pas appris à le valoriser qui on est. On est valorisé par ce que l'on fait. Et donc, être, c'est comme si ce n'était pas suffisant. C'est comme si ça n'avait pas de valeur ajoutée, alors que ça a une valeur énorme. Amener de la conscience sur ça, c'est hyper important aussi. C'est-à-dire que si je veux ralentir, je dois apprendre à déconstruire l'idée que je ne suis pas définie uniquement par ce que je fais. Et je suis davantage définie par qui je suis, par cet état d'être. Donc, c'est aussi toute une introspection, toute une prise de recul à avoir, une prise de conscience d'aller poser ça aussi. Le troisième point, c'est une phrase que j'ai entendue d'un mentor, qui lui-même, je pense, l'a entendue d'un mentor. Et je n'ai pas la personne, je ne sais pas qui est à l'origine vraiment de cette phrase, mais elle m'a beaucoup parlé. L'idée, c'est de mettre plus de jeu et moins d'enjeu dans nos actions aussi. C'est-à-dire que ralentir, ça ne veut pas dire uniquement ne rien faire. Ce n'est pas uniquement l'éloge du rien, d'accord ? Ralentir, comme je l'ai dit juste avant, c'est amener de la conscience dans ce qu'on fait aussi. On peut rester dans l'action, mais par contre, on va y amener plus de conscience. Et on va y amener aussi du jeu. Du jeu J-E-U, donc vraiment dans l'action, dans le fait de jouer, et moins d'enjeux, donc moins d'injonctions, moins de pression sociale, moins de pression moderne,
moins se prendre au sérieux, mettre moins d'enjeux, pour se détacher des injonctions si on est beaucoup en fait motivé par ça. Et aller mettre plus de jeu, c'est aussi mettre plus de jeu, J-E. C'est mettre plus de soi dans ce que l'on fait. Et ça, c'est aussi une clé qui peut aider à être dans le présent. Donc ça, c'est ma 4e clé. Être dans le présent, connecter à l'instant présent. Comment je peux réussir à ralentir et me connecter à l'instant présent? En fait, déjà en faisant une chose à la fois. Être le couteau suisse, le bonhomme multitâche, c'est très pratique parfois, comme les couteaux suisses, effectivement. Par contre, quand je fais une chose à la fois, en général, je la fais mieux. Et surtout, je me donne la permission, j'ai l'espace pour prendre conscience de moi. Donc dans ces moments-là, je peux faire ce que j'appellerais un body scan, c'est-à-dire que en fait, je peux passer en revue mon état physique, émotionnel, comment je me sens, quelles sont les sensations, et je peux prendre connaissance de ce qui est présent à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de moi à cet instant ? Je suis en train de cuisiner, je ne fais que la cuisine, c'est-à-dire que j'ai pas la télé en fond sonore, je vais pas aller ouvrir les notifs de mon portable, voilà, je vais pas être distraite par ça. Je vais cuisiner. Et quand je vais cuisiner, je vais toucher les aliments, je vais observer, je vais voir des couleurs. Et puis surtout, je peux me poser, être dans l'introspection à ce moment-là et me dire qu'est-ce qui m'habite à ce moment-là ? Quelles sont les sensations physiques ? Quelles sont les émotions ? Qu'est-ce que ça me fait de faire ce que je suis en train de faire ? Rien que ça, en fait. Je suis dans une action, mais j'ai l'impression de déconnecter vraiment du temps qui passe, qui s'écoule. J'ai l'impression vraiment de ralentir à ce moment-là. Ça m'amène à la 5e clé, qui est la contemplation. La contemplation, donc, c'est le fait de s'absorber dans l'observation attentive. La contemplation, elle nous permet d'avoir une forme d'état méditatif. Et ça, on peut la pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Ralentir, ça ne veut pas dire non plus faire de sa vie une vie à 100% ralentie. Ce serait le choix d'un mode de vie très particulier qui implique pour certains une grosse adaptation, de gros changements, et ça ne correspond pas forcément, j'en parlerai juste après. Mais en fait, ralentir, ça peut être ralentir déjà 5-10 minutes par jour. Ça peut être ralentir 2 fois 5 minutes par jour ou 3 fois 5 minutes par jour. C'est des moments où je ralentis aussi. Ça compte. Et la contemplation, elle permet ça. En fait, on a plein de supports de contemplation. Il faut juste s'interroger, se dire, mais est-ce que je prends le temps au quotidien de contempler ? Est-ce que je le fais ? Prendre 5 minutes pour observer un arbre qui est juste à côté de chez moi. Est-ce que je prends 5 minutes pour observer la fumée qui se dégage de mon bol de thé ou de café ? Est-ce que je prends 5 minutes pour contempler mes enfants quand ils jouent ou quand ils se préparent le matin avant d'aller à l'école ? Est-ce que je prends 5 minutes pour regarder quelqu'un, pour regarder une scène de vie, pour regarder un paysage ? La vérité, c'est que pour avoir accompagné pas mal de personnes dans la nature avec les chevaux, c'est que très souvent, les personnes se rendent compte qu'elles ne le font pas. Je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai vécue, qui m'avait beaucoup marqué l'année dernière. L'année dernière. On avait accompagné avec des collègues coachs un groupe en équicoaching. Et l'idée, c'était que on aille chercher les chevaux au pré et que ensuite on entame les exercices d'équicoaching dans une arène, donc un lieu dédié aux exercices. Nous étions donc juste au niveau du pré. Et en fait, au lieu de rentrer, d'aller chercher les chevaux, déjà on a tout un protocole qui fait qu'on prend le temps dans ces moments-là, justement pour aider les clients à se connecter à eux-mêmes, etc. Mais ce matin-là, avec ce groupe-là précisément, ça avait une dimension particulière. Ce qui est ressorti, c'est que les personnes, elles ont percuté que parfois dans une journée, elles ne prenaient même pas le temps de voir ce qu'il y avait autour d'elles. Et que parfois ça prend 5 minutes, mais 5 minutes qui peuvent nous donner l'impression que ça dure une demi-heure. La contemplation, elle amène ça, elle amène cet état de présence, de conscience de où on est
et de quoi on est entouré. C'est très fort et très puissant quand on est immergé dans cet état de contemplation parce que ça nous ramène tout de suite dans notre vérité en fait. Ça nous ramène tout de suite à qui on est à l'instant T et où on est à l'instant T. Il y a pas de mensonge, on n'est pas dans notre fuite, dans notre quotidien bousculé, etc. Donc ça vient amener un état de présence qui est très très fort, que nous aussi d'ailleurs on avait ressenti, qui avait été extrêmement fort ce jour-là, et avec derrière beaucoup de gratitude envers la vie, parce que il y a tout ce qu'on ne voit pas quand on court, et en fait il y a tout ce que la société veut nous amener, et finalement qui nous aveugle, alors que l'essentiel il est là sous nos yeux, et juste à force de courir on n'en a plus conscience. Donc la contemplation qui est la 5e clé, et enfin la 6e clé, je dirais que l'important c'est de trouver son rythme. L'important c'est de faire des essais, de s'écouter, parce que on n'est pas tous calqués sur le même rythme. Il y en a pour qui c'est complètement leur mode de vie et leur besoin d'aller vite. Clairement, ils s'emmerdent s'ils ralentissent. Et c'est complètement OK. En fait, le fait de ralentir, ça ne doit pas devenir une nouvelle injonction ou un nouveau mode de vie si ça ne correspond pas. Le je dois ralentir, si ça ne me convient pas, ça n'a aucun intérêt. En fait, l'idée, dans le fait de ralentir, c'est de faire le point. Quand on se sent fatigué, quand il y a des signaux physiques ou émotionnels qui nous disent « Attention, clic, ça clignote, où j'en suis là ?» Je vais vous prendre une métaphore. Pour moi, la vie, c'est comme un escalier où on va vers quelque chose, mais on gravit marche après marche, et chaque pas compte. Et l'idée, c'est que ce qui compte, c'est donc chaque marche. C'est pas le but, c'est pas le bout de l'escalier, c'est chaque marche de tout notre escalier que l'on est en train de gravir. Et ralentir, en fait, ça va être de s'interroger. Donc là, j'en viens à la partie vraiment auto-coaching. Si vous voulez sortir un cahier, une feuille et noter les questions pour ensuite vous poser avec ces questions et vous introspecter. Donc l'idée, ça va être de s'interroger où j'en suis. Où j'en suis sur mon escalier de la vie. Est-ce que je suis en train de courir dans mon escalier et je risque, à un moment donné, de trébucher, de me casser la figure, de m'empêtrer dans la marche, de me faire mal et de, du coup, être stoppé, de devoir stopper carrément. Ou est-ce que je prends le temps de monter chaque marche, d'apprécier chaque pas et de voir où j'en suis actuellement. Est-ce que je prends le temps parfois, quand j'ai monté une marche, de regarder en arrière et de regarder toutes les autres marches que j'ai gravies? Est-ce que je prends ce temps-là? Quand je fais le point et que je me dis où j'en suis actuellement sur mon escalier là, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui a du sens? Est-ce que cette course dans laquelle je suis engagée au quotidien me sert et me nourrit? Est-ce que je peux faire autrement? Et comment je peux faire autrement? Comment je peux prendre le temps dont j'ai besoin pour ralentir? Comment je peux amener plus de rien si j'ai besoin de plus de rien dans ma vie? Comment je peux amener ces choses qui vont m'épanouir, qui vont me faire du bien? Comment je peux amener, alors quand je dis ces choses, ça peut être aussi cet état qui va me permettre ça. Voilà, je vous invite vraiment à vous poser ces questions, à faire, ça fait partie du petit bilan dont je vous parlais en début d'épisode, à vous poser. Ralentir, si je devais faire une conclusion, c'est un moyen de préserver et contribuer à son épanouissement personnel et à son bonheur. Donc, ralentir en cette fin d'année, ça avait tout son sens de vous faire un épisode là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous parle, que ça vous plaira, que ça vous impactera. N'hésitez pas à échanger avec moi à ce sujet sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Anne-Gaëlle Monteil, c'est mon compte Instagram. Et sur Facebook, donc vous pouvez me rejoindre sur la page Cap Changement, Cap espace Changement, virgule Anne-Gaëlle Monteil. Vous allez me retrouver facilement aussi. Donc rejoindre les communautés Instagram, Facebook et on échange sur les sujets. J'apporte aussi à travers mes publications d'autres clés. Donc ça me fera le plus grand plaisir aussi d'avoir vos retours sur ce podcast. On se retrouve l'année prochaine avec de nouveaux épisodes. Vous avez des idées de thèmes, des questions qui vous taraudent et sur lesquelles vous aimeriez avoir des réponses, pistes de réflexion.
N'hésitez pas à m'écrire aussi, je serais ravie de traiter ces sujets-là dans les prochains épisodes. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, de ralentir bien sûr pour retrouver le calme en vous et autour de vous. Très très belle semaine à vous, à bientôt. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.